Salut tout le monde, aujourd'hui, on va se plonger dans Caligula, l'empereur qui a couché avec sa sœur et déclaré la guerre à Neptune. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les empereurs romains, car la vérité est bien plus tordue que ce que Netflix ose montrer. Et honnêtement, vous ne survivriez pas 5 minutes dans le palais de ce psychopathe avant de vous rasseoir avec votre café tiède et vos problèmes du 21e siècle. Mais si vous aimez ce genre de contenu où la vraie histoire surpasse n'importe quelle série d'horreur, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, car je vous assure qu'après ça, vous verrez votre vie bien différemment. Maintenant, tamisez les lumières, installez-vous confortablement et préparez-vous pour un voyage qui fera passer Game of Thrones pour une émission pour enfants. Imaginez un instant vous réveiller un matin et découvrir que le dirigeant de votre pays a non seulement un pouvoir absolu sur votre vie et votre mort, mais qu'il est aussi complètement fou. Je ne parle pas d'excentrique ou de capricieux, je parle d'un fou authentique et clinique. Tel fut le sort de millions de Romains pendant 4 années qui semblèrent une éternité. Rome, 37 après Jésus-Christ. L'air sans l'encens, la sueur et la peur. Les rues pavées résonnent du bruit des sandales de la garde prétorienne. Ces soldats d'élite censés protéger l'empereur, mais qui sont en réalité les seuls à pouvoir le tuer sans conséquence. Et vous, citoyen romain ordinaire, venez d'apprendre que votre nouvel empereur est un jeune homme de 24 ans nommé Callus Julius Caesar Augustus Germanicus, mais tout le monde le connaît sous son surnom d'enfance, Caligula. Savez-vous ce que signifie Caligula? Petite botte. Oui, c'est bien ça. L'empereur le plus redouté de Rome était surnommé Petite Botte car, enfant, il portait des sandales militaires miniatures. C'est comme si le président actuel s'appelait Zapatero et ordonnait des exécutions de masse. L'ironie est si brutale qu'elle fait mal. Mais laissez-moi vous dire une chose, lorsque Caligula est arrivé au pouvoir, les Romains étaient euphoriques. Ils avaient supporté Tibère, un empereur paranoïaque et reclus qui s'était vautré à Capri pour faire des choses que je préférerais taire sur une chaîne familiale. Ainsi, lorsque ce jeune homme charismatique, petit-fils du bien-aimé Germanicus, monta sur le trône, le peuple fit littéralement la fête dans les rues. Pendant les premiers mois, Caligula fut l'empereur parfait. Il libéra des prisonniers politiques, organisa des jeux spectaculaires et distribua de l'argent comme des confettis au Nouvel An. Les Romains pensaient avoir gagné à la loterie impériale, mais voici ce qui va vous glacer le sang. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, au premier abord, vous semble parfait, mais dont vous découvrez ensuite que derrière ce sourire se cache quelque chose de profondément troublant? Multipliez ce sentiment par le pouvoir absolu sur un empire, et vous aurez une idée de ce qui allait arriver. Car il s'avère que Caligula n'était pas seulement fou, il était tellement fou que sa propre folie était aussi une folie. La question que je me pose, et que je souhaite que vous vous posiez aussi, est: comment une seule personne a-t-elle pu détruire un empire de l'intérieur en si peu de temps? Et qu'est-ce que cela nous apprend, à nous, êtres humains, lorsque nous donnons le pouvoir absolu à quelqu'un? Gardez cette question en tête, car à la fin de cette vidéo, vous aurez peut-être une réponse qui ne vous plaira pas. Pour comprendre comment un monstre est créé, il faut remonter au commencement. Le principe de Caligula est un parfait mélange de privilèges extrêmes, de traumatismes profonds et de cette combinaison toxique que seule la royauté peut produire. Caio est né en 12 après Jésus-Christ dans une famille essentiellement romaine. Son père Germanique était l'enfant chéri de l'Empire, un général charismatique, aimé du peuple et respecté des légions. Sa mère, Agrippine l'aînée, était une descendante directe d'Auguste, le premier empereur. En résumé, Caligula est né avec une cuillère en or dans la bouche et le poids d'un empire sur ses petites épaules. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, et par intéressant, j'entends traumatisantes. Alors que Caio n'avait que 2 ans, son père emmena toute la famille en campagne militaire en Germanie. Imaginez-vous emmener votre bébé en zone de guerre? À Rome, c'était normal, surtout si vous vouliez que votre enfant grandisse en respirant l'air de la gloire militaire. Les soldats adoraient ce petit garçon qui courait dans le camp vêtu d'une armure miniature, chaussé de ses célèbres Caligula ou bottes militaires. Il était comme leur mascotte, leur porte-bonheur. Les vétérans de la Légion, hommes endurcis qui avaient vu leurs camarades mourir dans les forêts marécageuses germaniques,
fondaient en voyant ce petit garçon imiter leur marche. Mais imaginez grandir dans cet environnement. Vos berceuses sont les cris de guerre. Vos premiers souvenirs sont l'odeur du sang, de la sueur et du métal. Vos figures paternelles sont des soldats qui tuent sur ordre et considèrent la violence comme la solution la plus naturelle à tout problème. Vous pensez que cela ne marque pas le psychisme d'un enfant? Et puis arrive le moment qui l'a vraiment bouleversé à jamais. Quand Caio avait 7 ans, son père germanique est mort subitement à Antioche. Officiellement, c'était une maladie, mais Agrippine était convaincue que Tibère l'avait empoisonné par crainte de sa popularité, et elle avait peut-être raison. Savez-vous ce que c'est que de grandir en croyant que l'empereur a tué son père? Car c'était précisément le poison mental qu'Agrippine injectait à ses enfants jour après jour. Chaque petit déjeuner était accompagné d'une dose de paranoïa, chaque dîner de rappel que la famille impériale était un véritable vivier de serpents où n'importe qui pouvait vous trahir, mais la situation ne fit qu'empirer. Tibère, paranoïaque, décida qu'Agrippine et ses enfants aînés représentaient une menace et les élimina tout simplement. Agrippine mourut de faim en exil, et les frères aînés de Gaius furent exécutés ou se suicidèrent. D'une famille de 6 personnes, seuls Caio et ses sœurs sont restés. Imaginez, adolescent, voir tous les membres de votre famille disparaître systématiquement. D'abord papa, puis maman, puis vos frères et sœurs, et vous savez que vous êtes le prochain sur la liste. La seule raison pour laquelle Caio a survécu, c'est parce que Tiberius la pensait trop jeune pour être une menace. Erreur fatale. Laissez-moi vous poser une question. Comment pensez-vous qu'un cerveau adolescent réagit à un tel traumatisme? Pensez-vous qu'il devient plus empathique, plus compatissant? Ou pensez-vous qu'il apprend que la vie humaine ne vaut rien? Que la seule façon de survivre est d'être plus cruel que ses ennemis? Et voici le détail qui me donne des frissons. Durant ces années de survie, Gaius développa un don surnaturel de dissimulation. Il devint l'acteur parfait. Aux yeux de Tibère, il était le petit-fils obéissant et humble. Aux yeux des autres, il était l'héritier charismatique. Mais en lui, quelque chose de très sombre se tramait. Lorsque Tibère adopta enfin Gaius comme héritier, les Romains poussèrent un soupir de soulagement. Finalement, ils se débarrassèrent du vieil ermite et eurent un empereur jeune et dynamique. Ils ignoraient qu'ils venaient de donner le pouvoir absolu à quelqu'un dont la définition du divertissement incluait des choses que même Hannibal Lecter n'aurait pas osé faire. Le 18 mars 37, Tibère mourut enfin. Certains disent que ce fut une mort naturelle, d'autres que Caligula l'aida un peu avec un oreiller. Honnêtement, dans cette famille, la mort naturelle était presque une nouveauté. Et c'est là que commença le plus grand spectacle de l'histoire romaine. Lorsque Caligula arriva à Rome comme nouvel empereur, l'accueil fut absolument épique. Imaginez l'équivalent antique d'un festival de rock, mais multiplié par 1000. Les rues étaient remplies de gens criant son nom, jetant des fleurs, pleurant de joie. Ils avaient organisé des sacrifices d'animaux en masse. Les gladiateurs combattaient gratuitement et des torrents de vin coulaient des fontaines publiques. Pourquoi cette euphorie? Parce que Caligula représentait tout ce qui manquait à Rome depuis des années. Jeune, beau, charismatique et d'origine germanique, il était le héros militaire le plus aimé de l'Empire. C'était comme si, après des années d'un président ennuyeux et monotone, surgissait soudain quelqu'un qui ressemblait à une star de cinéma, avec le charisme d'un politicien et le nom de famille idéal. Et pendant les 8 premiers mois, Caligula fut exactement ce dont les Romains avaient rêvé. Il libéra tous les prisonniers politiques que Tibère avait enfermés par paranoïa. Il organisa les jeux les plus spectaculaires que Rome ait jamais connus. Des gladiateurs combattant des animaux exotiques, des courses de chars qui duraient des jours et des pièces où il se produisait lui-même. Il distribuait l'argent comme un millionnaire à Las Vegas. Il donnait 400 sestertios à chaque citoyen romain, soit environ 4 mois de salaire pour un ouvrier moyen. Imaginez si demain le président se présentait à votre porte avec un chèque de $1000, sans poser de questions, juste parce que, telle était la générosité de Caligula. Il construisit des ouvrages publics comme un fou, aqueduc, théâtre, un nouveau cirque. Les architectes travaillèrent jour et nuit, car Sa Majesté voulait des résultats immédiats.
Rome se transforma en une ville en construction permanente, au son constant des marteaux, des burins et des charrettes chargées de marbre. Mais voici ce qui aurait dû nous donner un aperçu de ce qui allait arriver. Caligula n'était pas seulement généreux, il était d'une générosité compulsive. Il dépensait son argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. En 8 mois, il parvint à dilapider entièrement le trésor impérial que Tibère avait accumulé pendant 23 ans de règne radin. Vous connaissez ces gens qui, dès qu'ils reçoivent de l'argent, le dépensent aussitôt pour des choses inutiles. Multipliez maintenant cette impulsivité par le budget d'un empire. Caligula organisait des banquets où l'on servait des langues de flamand, des perles dissoutes dans du vinaigre et des assiettes recouvertes d'or véritable, qui étaient ensuite jetées. Et voici le détail qui me fait penser qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui dès le début. Caligula construisit un pont de bateau temporaire reliant Baiae à Pouzzoles, long d'environ 5 km, juste pour pouvoir faire l'aller-retour pendant 2 jours d'affilée. La raison est qu'une diseuse de bonne aventure lui avait un jour prédit qu'il avait autant de chances de devenir empereur que de marcher sur l'eau. Il a donc décidé de marcher littéralement sur l'eau. Il a dépensé des millions de sesterces pour construire ce pont flottant juste pour prouver son innocence. C'est comme si quelqu'un dépensait le budget d'une ville entière pour construire un pont juste pour troller son ex sur les réseaux sociaux. Les Romains, bien sûr, trouvaient cela hilarant. Voyez quel empereur créatif nous avons. Quelle imagination brillante. Ils ne comprenaient pas qu'ils ne voyaient pas de créativité. Ils voyaient les premiers symptômes d'un esprit complètement déconnecté de la réalité. Et puis, en octobre 2037, un événement bouleversa tout. Caligula tomba gravement malade. Les médecins le crurent mort. Il resta dans le coma pendant plusieurs jours, avec une forte fièvre et un délire constant. L'empire tout entier retint son souffle, attendant des nouvelles du palais. Lorsqu'il se réveilla enfin, les Romains célébrèrent sa résurrection comme s'il était ressuscité. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la personne qui s'était réveillée n'était pas la même que celle qui était tombée malade. Quelque chose avait changé dans son cerveau pendant cette maladie, quelque chose d'irréversible. Et c'est là, les amis, que le cauchemar a vraiment commencé. Laissez-moi vous brosser un tableau de ce qui s'est passé après que Caligula se soit remis de sa mystérieuse maladie. Rome, décembre 2037. L'air embaume les châtaignes grillées et le vin chaud à l'approche des Saturnales, la fête hivernale. Les citoyens se préparent à célébrer la survie de leur empereur bien-aimé. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient rencontrer une personne complètement différente. Les premiers à remarquer ce changement furent les employés du palais. Des esclaves commencèrent à disparaître sans explication. Des conseillers qui avaient auparavant libre accès à l'empereur furent soudainement exécutés pour les raisons les plus absurdes. Un sénateur fut condamné à mort pour avoir éternué pendant que Caligula parlait, un autre parce que sa toge n'était pas de la bonne couleur. Avez-vous déjà été dans un endroit où l'atmosphère changeait du jour au lendemain? Où les mêmes personnes qui vous souriaient hier vous regardent maintenant avec peur? C'est exactement ce qui s'est passé à Rome. Du jour au lendemain, la ville passa de la fête à la terreur silencieuse, mais Caligula ne se contenta pas de changements subtils. Non, il était un artiste de la folie et avait besoin d'un public. Sa première déclaration publique majeure fut de nommer son cheval, Incitatus, consul de Rome. Oui, comme son nom l'indique. Un cheval à la tête de l'empire le plus puissant du monde. Incitatus vivait dans une maison de marbre, avec des auges en ivoire et des bols à boire en or. Il avait des serviteurs humains qui le baignaient de parfums importés et tressaient son lacrymum avec du fil de soie. Le cheval mangeait mieux que la plupart des citoyens romains. Et, plus inquiétant encore, Caligula lui parlait comme s'il était son plus fidèle conseiller. Imaginez-vous, sénateur romain fort de nombreuses années d'expérience en politique et en administration, obligé de demander à un cheval la permission de voter des lois. Les sénateurs les plus anciens, des hommes ayant servi sous Auguste et Tibère, devaient s'incliner devant un animal qui déféquait pratiquement sur le sol du Sénat. Mais ce n'était que l'apéritif. Caligula décida qu'il n'était pas seulement un empereur, mais un dieu vivant. Et je ne parle pas d'une métaphore politique, je parle du fait qu'il se croyait littéralement divin.
Il fit ériger des statues de lui dans chaque temple de Rome, remplaçant les têtes des dieux traditionnels par son propre visage. Savez-vous quel fut son projet le plus mégalomane? Il décida d'agrandir son palais jusqu'au temple de Jupiter, le dieu le plus puissant du panthéon romain, afin de pouvoir discuter de Dieu avec Dieu quand bon lui semblait. Salut tout le monde, aujourd'hui, on va se plonger dans Caligula, l'empereur qui a couché avec sa sœur et déclaré la guerre à Neptune. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les empereurs romains, car la vérité est bien plus tordue que ce que Netflix ose montrer. Et honnêtement, vous ne survivriez pas 5 minutes dans le palais de ce psychopathe avant de vous rasseoir avec votre café tiède et vos problèmes du XXIe siècle. Aimez si vous aimez ce genre de contenu où la vraie histoire surpasse n'importe quelle série d'horreur, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, car je vous assure qu'après ça, vous verrez votre vie bien différemment. Maintenant, tamisez les lumières, installez-vous confortablement et préparez-vous pour un voyage qui fera passer Game of Thrones pour une émission pour enfants. Imaginez un instant vous réveiller un matin et découvrir que le dirigeant de votre pays a non seulement un pouvoir absolu sur votre vie et votre mort, mais qu'il est aussi complètement fou. Je ne parle pas d'excentrique ou de capricieux, je parle d'un fou authentique et clinique. Tel fut le sort de millions de Romains pendant 4 années qui semblèrent une éternité. Rome, 37 après Jésus-Christ. L'air sans l'encens, la sueur et la peur. Les rues pavées résonnent du bruit des sandales de la garde prétorienne. Ces soldats d'élite censés protéger l'empereur, mais qui sont en réalité les seuls à pouvoir le tuer sans conséquence. Et vous, citoyen romain ordinaire, venez d'apprendre que votre nouvel empereur est un jeune homme de 24 ans nommé Calus Julius Caesar Augustus Germanicus, mais tout le monde le connaît sous son surnom d'enfance, Caligula. Savez-vous ce que signifie Caligula? Petite botte. Oui, c'est bien ça. L'empereur le plus redouté de Rome était surnommé Petite Botte car, enfant, il portait des sandales militaires miniatures. C'est comme si le président actuel s'appelait Zapatero et ordonnait des exécutions de masse. L'ironie est si brutale qu'elle fait mal. Mais laissez-moi vous dire une chose, lorsque Caligula est arrivé au pouvoir, les Romains étaient euphoriques. Ils avaient supporté Tibère, un empereur paranoïaque et reclus qui s'était vautré à Capri pour faire des choses que je préférerais taire sur une chaîne familiale. Ainsi, lorsque ce jeune homme charismatique, petit-fils du bien-aimé Germanicus, monta sur le trône, le peuple fit littéralement la fête dans les rues. Pendant les premiers mois, Caligula fut l'empereur parfait. Il libéra des prisonniers politiques, organisa des jeux spectaculaires et distribua de l'argent comme des confettis au Nouvel An. Les Romains pensaient avoir gagné à la loterie impériale, mais voici ce qui va vous glacer le sang. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, au premier abord, vous semble parfait, mais dont vous découvrez ensuite que derrière ce sourire se cache quelque chose de profondément troublant? Multipliez ce sentiment par le pouvoir absolu sur un empire, et vous aurez une idée de ce qui allait arriver. Car il s'avère que Caligula n'était pas seulement fou, il était tellement fou que sa propre folie était aussi une folie. La question que je me pose, et que je souhaite que vous vous posiez aussi, est, comment une seule personne a-t-elle pu détruire un empire de l'intérieur en si peu de temps? Et qu'est-ce que cela nous apprend, à nous, êtres humains, lorsque nous donnons le pouvoir absolu à quelqu'un? Gardez cette question en tête, car à la fin de cette vidéo, vous aurez peut-être une réponse qui ne vous plaira pas. Pour comprendre comment un monstre est créé, il faut remonter au commencement. Le principe de Caligula est un parfait mélange de privilèges extrêmes, de traumatismes profonds et de cette combinaison toxique que seule la royauté peut produire. Caio est né en 12 après Jésus-Christ dans une famille essentiellement romaine. Son père Germanique était l'enfant chéri de l'Empire, un général charismatique, aimé du peuple et respecté des légions. Sa mère, Agrippine l'aînée, était une descendante directe d'Auguste, le premier empereur. En résumé, Caligula est né avec une cuillère en or dans la bouche et le poids d'un empire sur ses petites épaules. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, et par intéressant, j'entends traumatisantes. Alors que Caio n'avait que 2 ans, son père emmena toute la famille en campagne militaire en Germanie. Imaginez-vous emmener votre bébé en zone de guerre? À Rome, c'était normal, surtout si vous vouliez que votre enfant grandisse en respirant l'air de la gloire militaire.
Les soldats adoraient ce petit garçon qui courait dans le camp vêtu d'une armure miniature, chaussé de ses célèbres Caligula ou bottes militaires. Il était comme leur mascotte, leur porte-bonheur. Les vétérans de la Légion, hommes endurcis qui avaient vu leurs camarades mourir dans les forêts marécageuses germaniques, fondaient en voyant ce petit garçon imiter leur marche. Mais imaginez grandir dans cet environnement. Vos berceuses sont les cris de guerre. Vos premiers souvenirs sont l'odeur du sang, de la sueur et du métal. Vos figures paternelles sont des soldats qui tuent sur ordre et considèrent la violence comme la solution la plus naturelle à tout problème. Vous pensez que cela ne marque pas le psychisme d'un enfant? Et puis arrive le moment qui l'a vraiment bouleversé à jamais. Quand Caio avait 7 ans, son père germanique est mort subitement à Antioche. Officiellement, c'était une maladie, mais Agrippine était convaincue que Tibère l'avait empoisonné par crainte de sa popularité, et elle avait peut-être raison. Savez-vous ce que c'est que de grandir en croyant que l'empereur a tué son père? Car c'était précisément le poison mental qu'Agrippine injectait à ses enfants jour après jour. Chaque petit déjeuner était accompagné d'une dose de paranoïa, chaque dîner de rappel que la famille impériale était un véritable vivier de serpents où n'importe qui pouvait vous trahir, mais la situation ne fit qu'empirer. Tibère, paranoïaque, décida qu'Agrippine et ses enfants aînés représentaient une menace et les élimina tout simplement. Agrippine mourut de faim en exil, et les frères aînés de Gaius furent exécutés ou se suicidèrent. D'une famille de 6 personnes, seuls Caio et ses sœurs sont restés. Imaginez, adolescent, voir tous les membres de votre famille disparaître systématiquement. D'abord papa, puis maman, puis vos frères et sœurs, et vous savez que vous êtes le prochain sur la liste. La seule raison pour laquelle Caio a survécu, c'est parce que Tiberius la pensait trop jeune pour être une menace. Erreur fatale. Laissez-moi vous poser une question. Comment pensez-vous qu'un cerveau adolescent réagit à un tel traumatisme? Pensez-vous qu'il devient plus empathique, plus compatissant? Ou pensez-vous qu'il apprend que la vie humaine ne vaut rien? Que la seule façon de survivre est d'être plus cruel que ses ennemis? Et voici le détail qui me donne des frissons. Durant ces années de survie, Gaius développa un don surnaturel de dissimulation. Il devint l'acteur parfait. Aux yeux de Tibère, il était le petit-fils obéissant et humble. Aux yeux des autres, il était l'héritier charismatique. Mais en lui, quelque chose de très sombre se tramait. Lorsque Tibère adopta enfin Gaius comme héritier, les Romains poussèrent un soupir de soulagement. Finalement, ils se débarrassèrent du vieil ermite et eurent un empereur jeune et dynamique. Ils ignoraient qu'ils venaient de donner le pouvoir absolu à quelqu'un dont la définition du divertissement incluait des choses que même Hannibal Lecter n'aurait pas osé faire. Le 18 mars 37, Tibère mourut enfin. Certains disent que ce fut une mort naturelle, d'autres que Caligula l'aida un peu avec un oreiller. Honnêtement, dans cette famille, la mort naturelle était presque une nouveauté. Et c'est là que commença le plus grand spectacle de l'histoire romaine. Lorsque Caligula arriva à Rome comme nouvel empereur, l'accueil fut absolument épique. Imaginez l'équivalent antique d'un festival de rock, mais multiplié par 1000. Les rues étaient remplies de gens criant son nom, jetant des fleurs, pleurant de joie. Ils avaient organisé des sacrifices d'animaux en masse. Les gladiateurs combattaient gratuitement et des torrents de vin coulaient des fontaines publiques. Pourquoi cette euphorie? Parce que Caligula représentait tout ce qui manquait à Rome depuis des années. Jeune, beau, charismatique et d'origine germanique, il était le héros militaire le plus aimé de l'Empire. C'était comme si, après des années d'un président ennuyeux et monotone, surgissait soudain quelqu'un qui ressemblait à une star de cinéma, avec le charisme d'un politicien et le nom de famille idéal. Et pendant les 8 premiers mois, Caligula fut exactement ce dont les Romains avaient rêvé. Il libéra tous les prisonniers politiques que Tibère avait enfermés par paranoïa. Il organisa les jeux les plus spectaculaires que Rome ait jamais connus. Des gladiateurs combattant des animaux exotiques, des courses de chars qui duraient des jours et des pièces où il se produisait lui-même. Il distribuait l'argent comme un millionnaire à Las Vegas. Il donnait 400 sestertios à chaque citoyen romain, soit environ 4 mois de salaire pour un ouvrier moyen.
Imaginez si demain le président se présentait à votre porte avec un chèque de 1000 $, sans poser de questions, juste parce que, telle était la générosité de Caligula. Il construisit des ouvrages publics comme un fou, aqueduc, théâtre, un nouveau cirque. Les architectes travaillèrent jour et nuit, car Sa Majesté voulait des résultats immédiats. Rome se transforma en une ville en construction permanente, au son constant des marteaux, des burins et des charrettes chargées de marbre. Mais voici ce qui aurait dû nous donner un aperçu de ce qui allait arriver. Caligula n'était pas seulement généreux, il était d'une générosité compulsive. Il dépensait son argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. En 8 mois, il parvint à dilapider entièrement le trésor impérial que Tibère avait accumulé pendant 23 ans de règne radin. Vous connaissez ces gens qui, dès qu'ils reçoivent de l'argent, le dépensent aussitôt pour des choses inutiles. Multipliez maintenant cette impulsivité par le budget d'un empire. Caligula organisait des banquets où l'on servait des langues de flamand, des perles dissoutes dans du vinaigre et des assiettes recouvertes d'or véritable, qui étaient ensuite jetées. Et voici le détail qui me fait penser qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui dès le début. Caligula construisit un pont de bateau temporaire reliant Baiae à Pouzzoles, long d'environ 5 km, juste pour pouvoir faire l'aller-retour pendant 2 jours d'affilée. La raison est qu'une diseuse de bonne aventure lui avait un jour prédit qu'il avait autant de chances de devenir empereur que de marcher sur l'eau. Il a donc décidé de marcher littéralement sur l'eau. Il a dépensé des millions de sesterces pour construire ce pont flottant juste pour prouver son innocence. C'est comme si quelqu'un dépensait le budget d'une ville entière pour construire un pont juste pour troller son ex sur les réseaux sociaux. Les Romains, bien sûr, trouvaient cela hilarant. Voyez quel empereur créatif nous avons. Quelle imagination brillante. Il ne comprenait pas qu'il ne voyait pas de créativité. Il voyait les premiers symptômes d'un esprit complètement déconnecté de la réalité. Et puis, en octobre 2037, un événement bouleversa tout. Caligula tomba gravement malade. Les médecins le crurent mort. Il resta dans le coma pendant plusieurs jours, avec une forte fièvre et un délire constant. L'Empire tout entier retint son souffle, attendant des nouvelles du palais. Lorsqu'il se réveilla enfin, les Romains célébrèrent sa résurrection comme s'il était ressuscité. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la personne qui s'était réveillée n'était pas la même que celle qui était tombée malade. Quelque chose avait changé dans son cerveau pendant cette maladie, quelque chose d'irréversible. Et c'est là, les amis, que le cauchemar a vraiment commencé. Laissez-moi vous brosser un tableau de ce qui s'est passé après que Caligula se soit remis de sa mystérieuse maladie. Rome, décembre 2037. Les rembaumes, les châtaignes grillées et le vin chaud à l'approche des Saturnales, la fête hivernale. Les citoyens se préparent à célébrer la survie de leur empereur bien-aimé. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient rencontrer une personne complètement différente. Les premiers à remarquer ce changement furent les employés du palais. Des esclaves commencèrent à disparaître sans explication. Des conseillers qui avaient auparavant libre accès à l'empereur furent soudainement exécutés pour les raisons les plus absurdes. Un sénateur fut condamné à mort pour avoir éternué pendant que Caligula parlait, un autre parce que sa toge n'était pas de la bonne couleur. Avez-vous déjà été dans un endroit où l'atmosphère changeait du jour au lendemain? Où les mêmes personnes qui vous souriaient hier vous regardent maintenant avec peur? C'est exactement ce qui s'est passé à Rome. Du jour au lendemain, la ville passa de la fête à la terreur silencieuse, mais Caligula ne se contenta pas de changements subtils. Non, il était un artiste de la folie et avait besoin d'un public. Sa première déclaration publique majeure fut de nommer son cheval, Incitatus, consul de Rome. Oui, comme son nom l'indique. Un cheval à la tête de l'empire le plus puissant du monde. Incitatus vivait dans une maison de marbre, avec des auges en ivoire et des bols à boire en or. Il avait des serviteurs humains qui le baignaient de parfums importés et tressaient son lacrymum avec du fil de soie. Le cheval mangeait mieux que la plupart des citoyens romains. Et, plus inquiétant encore, Caligula lui parlait comme s'il était son plus fidèle conseiller. Imaginez-vous, sénateur romain fort de nombreuses années d'expérience en politique et en administration, obligé de demander à un cheval la permission de voter des lois. Les sénateurs les plus anciens,
des hommes ayant servi sous Auguste et Tibère, devaient s'incliner devant un animal qui déféquait pratiquement sur le sol du Sénat. Mais ce n'était que l'apéritif. Caligula décida qu'il n'était pas seulement un empereur, mais un dieu vivant. Et je ne parle pas d'une métaphore politique, je parle du fait qu'il se croyait littéralement divin. Il fit ériger des statues de lui dans chaque temple de Rome, remplaçant les têtes des dieux traditionnels par son propre visage. Savez-vous quel fut son projet le plus mégalomane? Il décida d'agrandir son palais jusqu'au temple de Jupiter, le dieu le plus puissant du panthéon romain, afin de pouvoir discuter de Dieu avec Dieu quand bon lui semblait. Il construisit un pont privé reliant directement sa chambre à la demeure du Dieu suprême. Son arrogance était si brutale que même les prêtres habitués aux empereurs excentriques en tremblèrent. Et voici ce qui me donne la nausée, Caligula instaura un rituel quotidien où les citoyens devaient littéralement l'adorer. Chaque matin, des centaines de personnes faisaient la queue pour lui embrasser les pieds, lui offrir des sacrifices et proclamer publiquement qu'il était plus puissant que tous les dieux. Ceux qui refusaient disparaissaient tout simplement. Mais laissez-moi vous raconter l'incident qui illustre parfaitement l'étendue de sa folie. Un jour, alors que Caligula traversait le forum, il aperçut un homme bien habillé. Il s'approcha et lui demanda qui il était. L'homme répondit fièrement qu'il était un marchand prospère, issu d'une belle famille. Caligula sourit, hocha la tête et ordonna aussitôt l'exécution de toute sa famille devant lui. La raison voulait voir si un homme pouvait préserver son bonheur après avoir perdu tout ce qu'il aimait. C'était comme une expérience psychologique, mais avec de vraies vies humaines. Caligula avait transformé son empire en laboratoire personnel pour explorer les limites de la souffrance humaine. Et le pire, c'est qu'il le faisait avec la curiosité scientifique d'un enfant arrachant les ailes d'une mouche. Les historiens de l'époque écrivaient leurs chroniques d'une main tremblante, sachant que la moindre erreur pouvait leur coûter la vie. Suétone, qui a écrit la biographie la plus complète de Caligula, a dû attendre des décennies après sa mort pour oser publier toute la vérité. Pendant ce temps, les Romains ordinaires vaquaient à leurs occupations en essayant de ne pas attirer l'attention. Imaginez vivre chaque jour en sachant que votre empereur est complètement fou, tout en devant faire comme si de rien n'était. Comment faire pour dormir la nuit en sachant que demain, on pourrait être sélectionné au hasard pour l'une de ces expériences? C'était la nouvelle réalité romaine, un empire entier marchant sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller le monstre. Bon, les gars, c'est là que l'histoire devient vraiment dérangeante, alors si vous mangez quelque chose, vous devriez peut-être mettre la vidéo sur pause un instant. Ce que je vais vous raconter sur Caligula et sa sœur Drusilla va au-delà de n'importe quelle série Netflix et est tout à fait réel. Pour comprendre cette partie de l'histoire, il faut évoquer Julia Drusilla, la deuxième sœur de Caligula. Elle n'avait que 2 ans de moins que lui, et ils avaient grandi ensemble durant ces années traumatisantes qui avaient suivi la mort de leurs parents. Alors que leur famille était systématiquement exterminée par Tibère, Caius et Drusilla développèrent un lien bien plus profond que celui qui devrait exister entre frères et sœurs. Dans une famille normale, les frères et sœurs qui traversent ensemble un traumatisme développent une relation étroite et protectrice. Mais lorsqu'on combine traumatisme extrême, isolement, pouvoir absolu et une éducation qui leur a appris que les règles normales ne s'appliquent pas à eux, le résultat est quelque chose que même Freud n'aurait pas osé analyser. Les historiens de l'époque, notamment Suétone et Dion Cassius, ont documenté que Caligula entretenait des relations sexuelles régulières avec ses 3 sœurs, Drusilla, Agrippine la jeune et Livia. Mais avec Drusilla, c'était différent. Avec elle, ce n'était pas seulement du désir ou du pouvoir, c'était ce qu'il considérait comme le véritable amour. Imaginez la scène. Le palais impérial la nuit, les salles de marbre éclairées par des torches et projetant des ombres dansantes sur les murs. Les gardes prétoriens effectuant leur ronde, mais sachant qu'il y a certaines pièces auxquelles ils ne peuvent pas accéder, certaines conversations qu'ils ne peuvent pas entendre. Dans les appartements impériaux, Caligula et Drusilla vivaient mari et femme. Mais voici ce qui révèle véritablement l'étendue de sa folie, Caligula ne se cachait pas. Lors des banquets officiels, Drusilla occupait la place d'honneur réservée à l'épouse de l'empereur. Il mangeait dans la même assiette, buvait dans la même coupe, et il l'appelait publiquement son épouse devant sénateurs, dignitaires étrangers et ambassadeurs.
Imaginez-vous être un ambassadeur gaulois ou égyptien arrivant à Rome pour négocier des traités commerciaux et découvrant que l'empereur le plus puissant du monde est marié à sa propre sœur? Comment signaler cela à votre roi? Comment expliquer dans une lettre officielle que le chef d'un empire civilisé viole le tabou le plus universel de l'humanité? Les Romains, loin d'être puritains, furent absolument scandalisés. Rome avait tout vu. Empereurs ivres, empereurs cruels, empereurs lâches, mais jamais un empereur n'avait fait de l'inceste une politique d'État. Et Caligula ne se contentait pas de coucher avec Drusilla, il l'adorait avec une intensité effrayante. Il lui offrait des bijoux valant plus que le budget annuel de villes entières. Il fit construire des temples en son honneur. Il ordonna que son image apparaisse sur les pièces officielles avec le titre d'Augusta, un honneur réservé aux épouses légitimes des empereurs. Mais le plus troublant résidait dans la manière dont il parlait d'elle. Des témoins contemporains rapportent que Caligula parlait de Drusilla comme de « la seule personne qui me comprenne vraiment, la seule qui était à mes côtés quand tous les autres sont morts ». Pour lui, elle n'était pas seulement sa sœur et son amante, elle était son âme sœur, sa complice, la seule personne au monde à partager ses traumatismes et donc à comprendre ses actes. Et voici le détail qui me laisse perplexe, Drusilla semblait tout aussi obsédée par lui. Elle n'était pas une victime passive, elle participait activement à cette relation malsaine. Les historiens décrivent comment elle influença ses décisions politiques, comment elle le réconforta lors de ses accès de colère et comment ils fomentèrent ensemble certaines de ses plus cruelles vengeances. C'était comme s'ils avaient créé leur propre univers moral, où seuls eux deux existaient, où les règles du monde extérieur ne s'appliquaient pas. Un univers bâti sur des traumatismes partagés, un pouvoir absolu et une codépendance qui s'était transformée en une horreur monstrueuse. En septembre 2038, Drusilla tomba gravement malade. Caligula ne la quitta plus. Il fit appel aux meilleurs médecins de l'Empire. Il offrit des fortunes aux dieux. Il promit d'immenses sacrifices si elle guérissait. À sa mort, la réaction de Caligula fut si extrême que même ses contemporains, habitués à ses excentricités, crurent qu'il avait complètement perdu la raison. Il décréta un deuil officiel dans tout l'Empire. Il interdisait toute célébration, toute fête, toute expression de joie pendant son deuil. Il ordonna que quiconque serait vu en train de rire ou de sourire soit exécuté immédiatement. Rome devint une ville silencieuse où l'on murmurait et où l'on marchait la tête basse, mais le plus troublant survint ensuite. Caligula déclara officiellement que Drusilla était montée sur l'Olympe et était devenue une déesse. Il ordonna la construction de temples imposants en son honneur, institua des fêtes religieuses annuelles pour la vénérer et établit un clergé officiel dédié exclusivement à son culte. Et chaque nuit, rapportent des témoins, Caligula parlait à sa statue comme si elle était vivante. Il racontait les événements de la journée. Il demandait conseil sur les décisions importantes et promettait qu'il serait bientôt réuni dans le monde des dieux. Vous rendez-vous compte de ce qui se passait? L'empereur le plus puissant du monde prenait des décisions politiques basées sur des conversations avec la statue de sa sœur décédée. Un empire de 50 millions d'habitants, dirigé par un homme complètement déconnecté de la réalité. Mais la folie de Caligula ne faisait que commencer. Nous arrivons ici à la partie qui paraît si absurde que, sans les témoignages de nombreux historiens, on pourrait croire à une blague. Mais non, c'est bel et bien arrivé. Caligula a littéralement déclaré la guerre à l'océan. C'était en l'an 40 après Jésus-Christ. Caligula était au pouvoir depuis 3 ans, et sa folie avait atteint des sommets défiant toute logique humaine. Il avait décidé qu'une victoire militaire épique était nécessaire pour démontrer sa grandeur. Il organisa donc une campagne contre la Bretagne. Il mobilisa 8 légions complètes, soit environ 200 000 soldats, et marcha vers les côtes de la Gaule. Imaginez la logistique nécessaire au déplacement d'une armée de cette envergure. Des milliers de chariots chargés de provisions, d'armes, de tentes et de vivres pendant des mois. Les routes pavées de la Gaule tremblaient sous le poids des légions romaines marchant en parfaite formation. Les villages gaulois se cachaient dans leurs maisons lorsqu'ils apercevaient cette machine de guerre passer, se dirigeant vers la côte. Les légionnaires étaient enthousiastes. Ils allaient enfin conquérir cette mystérieuse île du Nord qui avait résisté même à Jules César. Ils imaginaient retourner à Rome, chargés d'or britannique,
d'esclaves celtes et d'histoires épiques à raconter dans les tavernes. Mais lorsqu'ils atteignirent les plages de la Manche, près de l'actuel Boulogne-sur-Mer, un événement totalement inattendu se produisit. Caligula contempla l'océan, les vagues s'écrasant sur la plage, et annonça soudain qu'il changeait ses plans. « Népunus a osé me défier », déclara-t-il solennellement à ses généraux déconcertés. Le dieu de la mer croit pouvoir empêcher Callus Julius César Augustus Germanicus de conquérir ce qui lui appartient. Eh bien, montrons-lui qui est vraiment aux commandes. Vous connaissez ce sentiment lorsqu'on dit quelque chose d'aussi absurde que votre cerveau refuse de le traiter immédiatement? C'est exactement ce que ressentaient les officiers romains les plus expérimentés. Des hommes qui avaient servi sous des empereurs excentriques, qui avaient tout vu au cours de leur carrière militaire, étaient littéralement sans voix, essayant de comprendre ce que leur empereur avait dit. Mais Caligula était tout à fait sérieux. Il ordonna aux légions de former une ligne de bataille face à l'océan. Imaginez la scène, 200 000 soldats en armure complète, boucliers et lances, parfaitement alignés comme s'ils s'apprêtaient à affronter l'armée barbare la plus dangereuse de l'histoire. Mais leur ennemi était l'eau. « Soldats de Rome », cria Caligula depuis son cheval, vêtu d'une armure dorée qui brillait au soleil. Aujourd'hui, nous allons montrer au monde qu'aucune force, sur terre, sur mer ou dans le ciel, ne peut défier la puissance de Rome. Neptune va apprendre à respecter son empereur, puis il donnera l'ordre le plus surréaliste de l'histoire militaire, attaquer l'océan, ramasser des coquillages comme butin de guerre. Ce qui s'ensuivit fut l'une des scènes les plus étranges que le monde antique ait jamais connues. Des milliers de légionnaires s'entraînaient pour former la force militaire la plus disciplinée et la plus efficace de l'époque, courant dans les vagues, épées levées, poussant des cris de guerre, attaquant littéralement l'eau. Avez-vous déjà vu quelqu'un combattre une force irrésistible? Multipliez cette absurdité par 200 000 et vous aurez une idée de ce qui se passait sur cette plage gauloise. Les soldats, disciplinés comme ils étaient, obéissaient aux ordres à la lettre. Certains attaquaient les vagues avec leurs épées, d'autres lançaient des javelots dans la mer, d'autres encore insultaient Neptune tandis que les vagues les inondaient. Et tous, absolument tous, ramassaient des coquillages comme s'il s'agissait de trésors de guerre. Caligula parcourait la plage à cheval, dirigeant la bataille comme s'il était Alexandre le Grand conquérant la Perse. Il criait des ordres tactiques. Roi de flanc à droite, ne laissez pas les vagues s'échapper. Capturez ces algues. Ce sont les espions de Neptune. Après plusieurs heures de combat, Caligula déclara victoire totale. Il ordonna que des sacs entiers soient remplis de coquillages et d'algues, preuve de son triomphe sur le dieu de la mer. Chaque soldat devait transporter son butin personnel, coquillages, oursins, pierres mouillées, tout ce qu'il pouvait ramasser sur le rivage. Savez-vous quel fut son coup de génie suivant? Il écrivit une lettre officielle au Sénat romain annonçant sa glorieuse victoire sur Neptune et les forces de l'océan. La lettre conservée par les historiens décrit en détail comment il a dompté les eaux rebelles et capturé les trésors du royaume sous-marin. Il ordonne que les coquillages soient transportés à Rome sur des chars triomphaux escortés par des légions entières, comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux de l'Empire. Imaginez les citoyens romains regardant passer ces chars remplis d'escargots et d'algues pourries, escortés par des soldats au visage honteux. Mais le plus troublant dans tout cela n'était pas l'absurdité de l'acte en lui-même, mais la réaction du peuple. Les sénateurs, terrifiés à l'idée de contredire l'empereur, organisèrent des célébrations officielles pour la plus grande victoire navale de l'histoire romaine. Les poètes de la cour composèrent des hymnes épiques racontant comment Caligula avait humilié les dieux de la mer. Et les soldats, ces 200 000 vétérans qui avaient couru vers les vagues en criant de guerre contre l'eau, obéirent simplement aux ordres et restèrent silencieux. Car dans un empire où la folie s'accompagne d'un pouvoir absolu, la raison devient un luxe inaccessible. La guerre contre Neptune coûta à l'Empire une fortune équivalente au budget annuel de plusieurs provinces, juste pour qu'un empereur handicapé mental puisse prouver qu'il pouvait contraindre l'océan à lui obéir, et cela fonctionna, du moins dans son esprit pervers. Si vous pensiez que l'affaire du coquillage avait été le comble de la folie de Caligula, laissez-moi vous dire que nous étions à peine arrivés au premier acte que s'ensuivit un spectacle d'une cruauté si raffinée et systématique qu'il transforma Rome en scène des horreurs les plus créatives que l'humanité ait jamais documentées.
Caligula avait découvert quelque chose qui le fascinait plus que le pouvoir, le sexe, la richesse, la souffrance humaine comme forme d'art. Il décida de faire de l'Empire tout entier sa toile personnelle. Ces jeux au Colisée cessèrent d'être un divertissement pour devenir des expériences de torture. Vous connaissez ce sentiment morbide lorsqu'on ne peut se détacher d'un accident de voiture? Caligula avait transformé cette fascination en politique d'État. Il organisait des spectacles d'une cruauté si élaborée que les spectateurs quittaient l'amphithéâtre en vomissant, mais incapables de résister à la tentation de revenir le lendemain. L'une de ses innovations favorites était ce qu'il appelait à tort les gladiateurs. Il choisissait au hasard des citoyens romains respectables, marchands, artisans, voire sénateurs de second plan et les forçait à combattre à mort contre des gladiateurs professionnels, sans entraînement ni armure adéquate, juste pour voir ce qui se passe lorsqu'un homme ordinaire affronte la mort. Imaginez-vous, un paisible boulanger se réveillant un matin pour pétrir son pain quotidien, et soudain, les prétoriens surgissent à votre porte, vous entraînant au Colisée. Les soldats ne vous expliquent rien, ils vous tendent simplement une épée rouillée et vous poussent dans une arène où un gladiateur entraîné vous attend avec un sourire sadique. Mais le plus troublant était que Caligula transformait ses exécutions en spectacles théâtraux élaborés. Il créait des décors entiers. Un marchand devait défendre une fausse boutique pendant qu'un gladiateur l'attaquait. Un écrivain devait réciter sa dernière pièce tout en luttant pour sa vie. La mort était devenue un art de la performance, et il dirigeait tout depuis sa loge impériale, hurlant ses instructions tel un réalisateur psychopathe. Non, non, qu'il souffre encore avant de mourir. Cela doit durer au moins 10 minutes. Le public s'ennuie. Les spectateurs, pris entre terreur et fascination morbide, ne pouvaient ni applaudir ni se plaindre. Applaudir signifiait approuver la folie. Se plaindre signifiait devenir le prochain spectacle. Ils restèrent donc assis dans un silence de mort, regardant leur empereur transformer le meurtre en divertissement. Mais Caligula ne se contentait pas de tuer des gens dans le Colisée. Il avait développé une obsession malsaine pour les exécutions créatives. Il ordonna un jour de crucifier un homme la tête en bas pour voir si le sang s'accumulait différemment. Une autre fois, il fit nourrir un prisonnier uniquement avec du sel pendant des semaines pour étudier les effets d'une déshydratation extrême. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui aime faire du mal aux animaux? Avec cette même psychologie, mais appliquée aux êtres humains et avec les ressources d'un empire, Caligula avait fait de la torture son passe-temps scientifique. Ses banquets sont devenus légendaires pour de mauvaises raisons. Il invitait des sénateurs et leurs familles à dîner et, au dessert, ordonnait l'exécution arbitraire de certains invités. Pour entretenir la conversation, il expliquait en se versant du vin. Imaginez-vous en train de dîner tranquillement, discutant politique ou commerce, lorsque soudain l'empereur désigne l'homme assis à côté de vous et vous dit, tuez-le maintenant, mais lentement, pour que nous puissions continuer à discuter. Et vous devez continuer à manger comme si de rien n'était, tandis que votre compagnon de table agonise à 5 mètres de vous. Les invités ont développé des stratégies de survie dignes d'un manuel d'horreur psychologique. Certains feignaient d'être malades pour éviter d'y assister. D'autres transportaient du poison caché au cas où il serait sélectionné. Les plus astucieux mémorisaient des blagues et des anecdotes amusantes pour divertir Caligula et réduire leurs chances d'être choisis pour mourir. Mais leur cruauté la plus raffinée était peut-être psychologique. Caligula avait perfectionné l'art de détruire émotionnellement les gens avant de les tuer physiquement. Il ordonna l'exécution d'enfants devant leurs parents, non sans les avoir torturés pendant des jours, tandis que ces derniers écoutaient leurs cris depuis des cellules adjacentes. Il força un jour un père à assister à l'exécution de son fils, mais exigea qu'il s'habille élégamment et sourit tout au long de la cérémonie. Et à la vue d'une seule larme ou d'une expression triste, il l'avertit, « J'exécuterai le reste de ta famille de la même manière. » L'homme dut regarder son fils mourir en feignant d'être heureux. Et Caligula resta assis à ses côtés tout au long de l'exécution, discutant nonchalamment du temps et plaisantant, observant avec une fascination scientifique comment un être humain pouvait rester sain d'esprit alors que son monde était détruit sous ses yeux. Savez-vous ce qui est le plus terrifiant dans tout cela? Au bout d'un moment, les gens s'y sont habitués, l'horreur est devenue la norme. Les Romains ont développé cette terrible capacité humaine à s'adapter à toutes les circonstances,
aussi aberrante soit-elle. Ils ont commencé à parler des atrocités de Caligula comme s'il s'agissait du temps, d'une chose horrible mais inévitable qu'il fallait endurer. Pendant ce temps, Caligula continuait de se bâtir des temples, convaincu de créer un art nouveau que les historiens de demain admireraient. Dans son esprit pervers, il n'était pas un psychopathe, c'était un innovateur. En 40 après Jésus-Christ, Rome était devenue un enfer que même Dante n'aurait pas osé imaginer. Mais voici la partie qui montre véritablement comment la folie d'un seul homme peut détruire un système entier. L'économie de l'Empire s'effondrait. Vous souvenez-vous, au début, que le calife avait dépensé tout le trésor impérial en 8 mois. Eh bien, après 3 ans de règne, la situation économique était si catastrophique que Rome était techniquement en faillite. Et lorsqu'un empire est en faillite, les solutions d'un empereur fou ne sont pas exactement celles que recommanderait un économiste sensé. La première réforme fiscale de Caligula était simple. Il décida que tous les citoyens riches avaient trop d'argent et qu'ils devaient le redistribuer. Bien sûr, il instaura des impôts littéralement impossibles à payer, 50% sur tous les biens, 30% sur toute transaction commerciale, 25% sur tout héritage, et une taxe spéciale sur l'air qu'il percevait pour le simple privilège de respirer sur le territoire romain. Avez-vous déjà vécu ce cauchemar où devez-vous payer des impôts que vous ne pouvez pas vous permettre? Les citoyens romains vivaient ce cauchemar. Des familles prospères depuis des générations ont été ruinées du jour au lendemain. Mais lorsque les impôts impossibles à payer ne suffisaient pas, Caligula développa des méthodes de collecte plus créatives. Il instaura ce qu'il appelait les enchères impériales obligatoires. Il choisissait au hasard des citoyens riches et les forçait à acheter des choses inexistantes à des prix exorbitants. Félicitations, disait Marc Aurèle à un marchand prospère. Tu viens d'acheter mes souvenirs d'enfance pour 500 000 tertiaux. Et si l'homme protestait qu'il n'avait rien acheté, qu'il ne savait même pas de quoi parlait l'empereur, Caligula répondait simplement, remettez-vous en question une transaction commerciale officielle de l'Empire? C'est une trahison. Imaginez la logique tordue. Il vous force à acheter quelque chose qui n'existe pas, à un prix inabordable, et si vous vous plaignez, il vous exécute pour trahison. C'est comme si le gouvernement débarquait chez vous demain et vous disait, félicitations, vous venez d'acheter la Lune pour $1 million. Vous n'avez pas l'argent. Dommage, c'est de l'évasion fiscale. Banquiers et marchands ont élaboré des stratégies désespérées pour dissimuler leur fortune. Ils ont enterré de l'or dans des lieux secrets. Ils ont transféré des biens sous de faux noms. Certains ont même simulé leur propre mort pour échapper à l'attention impériale. Rome est devenue une ville de riches se faisant passer pour pauvres, et les pauvres mouraient littéralement de faim. Mais le plus sinistre était la façon dont Caligula avait transformé l'économie en un autre de ses jeux psychologiques. Il n'avait pas besoin d'argent pour des projets spécifiques. Il en avait besoin pour démontrer son pouvoir absolu sur la vie des gens. Il était capable de ruiner une famille entière sur un coup de tête, juste pour voir comment elle réagirait une fois tout perdu. Et voici le détail qui montre à quel point sa déconnexion avec la réalité était profonde. Alors que Rome mourait de faim, Caligula organisait des banquets où il mangeait littéralement de l'or. Il faisait fondre des pièces d'or et les mélangeait à la nourriture. Non pas parce que c'était bon, mais parce qu'il voulait littéralement consommer les richesses de l'Empire. Imaginez-vous, citoyens romains, arpenter les rues et voir des enfants mendiants et des familles entières vivre dans la rue? Tandis que des rumeurs circulaient depuis le palais impérial selon lesquelles l'empereur mangeait de l'or fondu. Le décalage entre la réalité du peuple et le fantasme impérial était si brutal qu'il ressemblait à une cruelle parodie. Les provinces de l'Empire commencèrent à se rebeller, non par ambition. Non pas par désespoir politique, mais par désespoir économique. Les gouverneurs envoyèrent des lettres désespérées à Rome expliquant qu'ils ne pouvaient plus envoyer de tribut, faute de ressources. Les réponses de Caligula furent des exemples magistraux de folie administrative. S'il n'y a pas d'argent, vendez les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, vendez la terre. S'il n'y a pas de terre, vendez l'air. Les généraux les plus expérimentés commencèrent à avoir des conversations très dangereuses dans les casernes.
des hommes qui avaient loyalement servi l'Empire pendant des décennies commencèrent à se demander si leur serment de loyauté les obligeait à se rendre complices de la destruction systématique de tout ce qu'ils avaient juré de protéger. Cassius Chaerea, centurion de la garde prétorienne ayant servi sous 4 empereurs, écrivit dans ses mémoires, « Nous avons juré de protéger Rome, mais que se passe-t-il lorsque Rome a besoin de la protection de l'empereur ?» Cette question résonna silencieusement dans toute la Empire. Dans les tavernes, les citoyens murmuraient ce qui arriverait si Caligula vivait encore 10 ans. Dans les casernes, les soldats calculaient combien de temps l'Empire pourrait survivre si cette folie persistait. Au Sénat, les politiciens les plus courageux commencèrent à tenir des réunions très discrètes sur des alternatives constitutionnelles. Et tandis que tous ces calculs politiques et économiques se déroulaient silencieusement, Caligula restait dans son monde parallèle, convaincu de créer l'empire le plus glorieux de l'histoire. Dans son esprit, il n'était pas un tyran destructeur, c'était un visionnaire incompris qui libérait Rome des contraintes traditionnelles. Mais l'histoire a une façon bien particulière de corriger de telles visions, et cette correction était plus proche que Caligula ne l'imaginait. Janvier 1941 après. Jésus-Christ, Rome sans la peur, la sueur froide et cette tension électrique que l'on ressent juste avant l'orage. Dans les couloirs du palais impérial, les conversations se sont muées en murmures, et les murmures en regards chargés de sens. Quelque chose se trame dans l'ombre, et pour la première fois depuis 4 ans, Caligula n'en a plus le contrôle. Cassius Chaerea a atteint ses limites. Ce vétéran de la garde prétorienne, un homme qui avait vu des empereurs mourir et des dynasties s'élever, qui avait survécu à des purges politiques et à des batailles sanglantes, avait finalement rencontré quelque chose qu'il ne pouvait supporter, l'humiliation quotidienne de protéger un fou qui détruisait tout ce qu'il avait juré de défendre. Vous connaissez ce sentiment lorsqu'on a tant enduré qu'on ne peut plus tenir une seconde de plus? Ce moment précis où quelque chose en soi se brise et où l'on décide que toutes les conséquences sont meilleures que de continuer à endurer la situation. C'est ce qui est arrivé à Choréa après qu'un incident particulier a fait déborder le vase. Caligula avait développé une habitude particulièrement sadique avec ses gardes du corps. Chaque fois qu'il demandait à Chaerea son mot de passe quotidien, il choisissait des mots spécialement conçus pour l'humilier. Priapule était l'un de ses préférés, une référence obscène qui forçait ce soldat vétéran à proférer des vulgarités à chaque fois qu'il prenait son service. Imaginez avoir consacré votre vie entière à l'honneur militaire, avoir risqué votre vie pour l'Empire dans des dizaines de batailles, et voir un empereur de 28 ans vous forcer à jurer chaque matin juste pour son plaisir. C'était une humiliation calculée, spécialement conçue pour rappeler à Chaerea que son expérience et son honneur n'avaient aucune importance. Il n'était qu'un jouet parmi d'autres dans le cirque impérial. Mais Chaerea n'était pas seul. Dans la caserne de la garde prétorienne, d'autres officiers partageaient sa frustration. Cornelius Sabinus, un autre vétéran, avait perdu son frère lors d'une des exécutions récréatives de Caligula. Marcus Vinius Valens avait vu sa famille ruinée financièrement par les impôts déraisonnables de l'empereur. Il ne s'agissait pas d'hommes politiques ambitieux en quête de pouvoir. C'étaient des soldats professionnels qui étaient arrivés à la conclusion que leur empereur représentait une menace existentielle pour l'empire qu'ils avaient juré de protéger. Et lorsque des soldats entraînés arrivent à cette conclusion, la situation devient très dangereuse, très vite. Les discussions ont commencé de manière indirecte, comme toujours en pareille situation. Avez-vous remarqué que l'empereur semble fatigué ces derniers temps? Oui. Peut-être a-t-il besoin de vacances permanentes. Des phrases apparemment innocentes, chargées de sens mortel. Mais comploter l'assassinat d'un empereur n'est pas comme planifier n'importe quel autre crime. Caligula était protégé par de multiples niveaux de sécurité, constamment entouré de gardes fidèles, et possédait cette paranoïa caractéristique des dictateurs qui le poussait à constamment changer ses habitudes. De plus, le tuer n'était que la moitié du problème. Que s'est-il passé ensuite? Qui a pris le pouvoir? Comment a-t-on empêché l'Empire de sombrer dans la guerre civile? C'est là qu'un personnage inattendu entre en scène, Claudius, l'oncle de Caligula. Ce même Claudius que tout le monde considérait comme un bègue inutile, trop faible et maladif pour être pris au sérieux politiquement. Les conspirateurs comprirent qu'ils avaient besoin d'une transition légitime,
d'un membre de la famille impériale capable d'assumer le pouvoir sans provoquer de crise dynastique. Vous connaissez cette ironie historique où celui qui semble le moins apte au pouvoir se révèle être précisément celui qui en a besoin. Claudius avait survécu aux purges familiales précisément parce que personne ne le considérait comme une menace. Son bégaiement, sa faiblesse physique apparente, sa tendance à rester dans sa bibliothèque à étudier l'histoire plutôt que la politique, tout cela l'avait maintenu en vie tandis que des empereurs plus compétents tuaient leurs rivaux potentiels. Les conspirateurs abordèrent Claude avec beaucoup de prudence. Ils ne pouvaient pas être directs. S'ils les dénonçaient, ils seraient morts avant l'aube. Ils commencèrent donc par des conversations apparemment théoriques sur les théories gouvernementales et les précédents historiques en matière de changement de dirigeants. Claudius, qui n'était pas aussi naïf qu'il le prétendait, comprenait parfaitement de quoi il parlait, mais il était assez intelligent pour ne pas s'engager ouvertement avant d'être certain qu'ils avaient un véritable plan. Et voici ce qui montre que ces conspirateurs n'étaient pas de simples amateurs. Ils ont passé des mois à étudier la politique de Caligula, à identifier les failles de sa sécurité et à recruter avec soin d'autres officiers mécontents. Il ne s'agissait pas d'un complot impulsif né de la colère, c'était une opération militaire minutieusement planifiée. Ils décidèrent que le moment idéal serait les Jeux palatins, une fête de 4 jours créée par Caligula pour célébrer sa propre gloire. Durant ces Jeux, l'empereur était relativement détendu, se déplaçait plus librement dans le palais, et le chaos et les distractions étaient suffisamment nombreux pour créer des opportunités. Le plan était élégant dans sa simplicité. Chaerea et Sabinus escortent Caligula à travers un étroit couloir reliant le palais au théâtre. Dans ce couloir, loin de la foule mais toujours dans la zone sécurisée, ils l'encerclent et le tuent rapidement. Ensuite, Claude apparaît opportunément pour rétablir l'ordre et prendre le pouvoir. Cela paraît simple, et c'était le cas, et c'est précisément pour cela que cela pouvait fonctionner. Les plans complexes comportent de nombreux points d'échec, mais tuer quelqu'un dans un couloir requiert essentiellement 3 choses, l'accès, le timing et le courage d'agir. Dans la nuit du 23 janvier 1941, les conspirateurs se rencontrèrent pour la dernière fois. Il n'y eut ni discours théâtraux ni serments épiques, juste des hommes épuisés, arrivés à la conclusion que tuer leur empereur était le seul moyen de sauver leur empire. Et le lendemain, Rome s'éveillait dans un monde complètement différent. Le 24 janvier 41 après Jésus-Christ. La journée avait commencé comme n'importe quel autre jour de fête à Rome. Les citoyens se rendaient au théâtre pour profiter des spectacles organisés par Caligula pour célébrer les Jeux palatins. L'air embaumait la cuisine de rue, le vin épicé et ce mélange particulier de parfums et de sueur qui caractérisait les foules romaines en fête. Caligula s'était réveillé de bonne humeur, avait bien dormi, chose rare pour lui ces derniers temps, et était impatient d'entamer les divertissements de la journée. Il avait prévu une série de surprises pour le public qui, connaissant son passé, se serait probablement soldé par plusieurs morts, de manière insolite. Il revêtit sa plus belle toge, plaça sa couronne de laurier préférée sur sa tête et quitta ses appartements privés. Il était escorté par sa garde prétorienne habituelle. Cassiochet marchait à sa droite, Cornelius Sabinus à sa gauche. Pour tout observateur non averti, la scène était tout à fait normale. L'empereur se rendait au spectacle, accompagné de ses plus fidèles protecteurs. Mais sous cette apparente normalité, la tension était si intense qu'elle aurait pu être tranchée au couteau. La main de Chaerea reposait nonchalamment sur la poignée de son glaive, mais ses jointures étaient blanches sous la pression. Sabino marchait avec la raideur particulière de quelqu'un qui sait que les prochaines minutes changeront sa vie à jamais. Caligula, complètement inconscient de ce qui allait se passer, parlait avec animation des événements de la journée. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de spécial, dit-il à Chaerea avec ce sourire désormais associé à une nouvelle atrocité. J'ai préparé une surprise dont on se souviendra pendant des générations. Il ignorait avoir raison, mais pas pour les raisons qu'il croyait. Le groupe atteignit le couloir reliant le palais au théâtre. C'était un étroit passage souterrain, faiblement éclairé par des torchers qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de marbre. Le bruit de la foule dans le théâtre n'était qu'un murmure lointain, mais la salle était presque silencieuse. « Attendez une minute », dit soudain Caligula en s'arrêtant au milieu de l'allée.
Je crois avoir entendu quelque chose d'étrange là-bas. Avez-vous déjà eu cette intuition primaire qui vous dit que quelque chose ne va pas, même si vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus? L'espace d'une seconde, tout l'instinct de survie de Caligula se réveilla. Après 4 années de paranoïa justifiée, il avait développé une sensibilité quasi surnaturelle pour détecter le danger. Il se retourna et, à cet instant, son regard croisa celui de Cassius Chaerea. Et là, en une fraction de seconde, il comprit parfaitement ce qui allait se passer. Non pas parce qu'il avait vu quelque chose de précis dans les yeux du centurion, mais parce qu'il avait reconnu cette expression. C'était la même qu'il avait vue de ses propres yeux lorsqu'elle avait ordonné la mort de tant d'autres. Toi, commença-t-il, mais Chaerea avait déjà dégainé son épée. Le premier coup lui transperça l'épaule, sectionnant tendons et muscles. Caligula poussa un cri, non de douleur, mais de surprise et d'indignation. Alors que le sang commençait à imprégner sa toge, il semblait incapable de croire que quelqu'un osât lui faire du mal. « Je suis un dieu », s'écria-t-il en trébuchant en arrière. « Tu ne peux pas me tuer, je suis immortel. » Mais Sabinus était déjà derrière lui, et son gladius atteignit le dos de l'empereur avec une précision chirurgicale. Le deuxième coup transperça un poumon, le troisième sectionna son artère fémorale. La suite fut chaotique et brutale. D'autres conspirateurs surgirent tels des fantômes dans l'ombre du couloir. Des dizaines de blessures par arme blanche, chacune marquée par des années d'humiliation, de frustration et de haine refoulée. Ce n'était pas un simple meurtre, c'était une explosion de violence refoulée. Caligula s'écroula sur le sol de marbre, son sang ruisselant à la lueur vacillante des torchers. Mais même s'il se vidait de son sang, il continuait à essayer de parler. Ses derniers mots, selon des témoins, furent « Je suis toujours en vie », une affirmation qui résumait parfaitement sa déconnexion avec la réalité. Même mourant, il continuait de croire qu'il était immunisé contre les conséquences de ses actes, que sa divinité le protégerait de la mort physique. Les conspirateurs ne s'arrêtèrent qu'une fois qu'ils furent absolument certains de sa mort. 30 coups de couteau, selon le rapport officiel, 30 coups qui ont libéré un empire entier de 4 années de terreur. Lorsqu'ils cessèrent enfin, le silence régnait dans le couloir. Seul le sang coulant au sol et la respiration haletante des hommes qui venaient de changer le cours de l'histoire résonnaient. Vous connaissez cette étrange sensation qui survient après avoir commis un acte irréversible? Ce mélange de soulagement, de choc et de prise de conscience soudaine que rien ne sera plus jamais comme avant. C'est ce qu'ont ressenti les assassins de Caligula dans les premiers instants qui ont suivi leur crime. Ils avaient tué un monstre, mais aussi un empereur. Et à Rome, tuer des empereurs avait des conséquences qui dépassaient largement la morale personnelle. Cassius Chaerea contempla le corps ensanglanté de Caligula et murmura, « Que les dieux me pardonnent. Nous avons tué un dieu fou, mais nous avons tué un dieu quand même. » Il ignorait qu'il venait de prononcer l'épitaphe la plus juste que Caligula puisse jamais recevoir. Lorsque la nouvelle de la mort de Caligula se répandit à Rome, la première réaction fut le silence, ni célébration ni deuil, juste un profond silence de perplexité. C'était comme si la ville entière avait retenu son souffle pendant 4 ans et ne savait soudain plus comment respirer normalement. Les citoyens descendirent dans la rue, mais ne savaient que faire. Était-il prudent de célébrer? Était-ce légal? Y avait-il d'autres conspirateurs? Les représailles allaient éclater. Après 4 ans de terreur constante, la liberté soudaine était aussi déstabilisante que la peur. Au Sénat, la réaction fut encore plus dramatique lorsque Cassius Chaerea fit irruption dans la salle, son épée encore tachée du sang impérial, et cria « Le tyran est mort. Rome est libre !» Les sénateurs hésitaient entre applaudir et fuir. Certains pleurèrent de soulagement, d'autres s'évanouirent sous le choc. Quelques-uns se mirent aussitôt à calculer comment tirer parti de la situation sur le plan politique, mais le véritable choc survint lorsqu'ils découvrirent Claude caché derrière un rideau du palais, tremblant de terreur. Les prétoriens, ayant désespérément besoin d'un nouvel empereur pour légitimer leur coup d'État, le tirèrent de sa cachette et le proclamèrent empereur sur le champ. Imaginez. Un jour, vous êtes le type bègue et insignifiant que tout le monde ignore, et le lendemain, vous êtes le chef de l'empire le plus puissant du monde.
Claude fut si choqué qu'il bégaya pendant son premier discours impérial, mais il s'avéra être exactement ce dont Rome avait besoin, quelqu'un de normal. La purge qui suivit les 4 années de Caligula fut brutale et nécessaire. Les premiers décrets de Claude visaient à abroger toutes les lois absurdes de son prédécesseur. La taxe aérienne fut supprimée. Les statues de Caligula en Dieu furent démolies. Son nom fut officiellement effacé de tous les monuments publics. Une pratique romaine appelée damnatio memoriae, littéralement la condamnation de la mémoire, n'a pas suffi à effacer l'œuvre de Caligula dans l'histoire officielle. Rome avait vécu une expérience qu'aucune société ne devrait connaître, le pouvoir absolu entre les mains d'un homme complètement fou. Et cette expérience avait changé à jamais la psyché collective de l'Empire. Les historiens ultérieurs, notamment Suétone et Tacite, peinèrent à trouver les mots pour décrire adéquatement ce qui s'était passé. Comment documenter 4 années de folie systématique? Comment expliquer aux générations futures qu'un empire tout entier s'était soumis à la volonté d'un psychopathe? Suétone écrivit, il était impossible de savoir si ces crimes résultaient d'une cruauté naturelle ou de la folie, mais le résultat fut le même. Un règne de la terreur qui a transformé la ville la plus puissante du monde en un immense asile de fous. Savez-vous ce qui est le plus troublant dans l'héritage de Caligula? Ce ne sont pas ses crimes individuels, aussi horribles soient-ils. C'est ce qu'il a démontré de la nature humaine, lorsqu'il n'y a pas de limite, lorsqu'il n'y a pas de conséquences, lorsque le pouvoir est véritablement absolu. Caligula avait prouvé empiriquement un point sur lequel les philosophes débattaient depuis des siècles. Que se passe-t-il lorsqu'une personne détient un pouvoir illimité sur les autres? La réponse était terrifiante. Elle ne devient pas un leader bienveillant. Elle n'utilise pas ce pouvoir pour créer un monde meilleur. Elle perd sa pleine humanité. Les psychologues modernes ont un terme pour décrire ce qui est arrivé à Caligula, la corruption par le pouvoir absolu. Quand vos actes sont sans conséquence, quand personne ne peut vous dire non, quand chaque caprice peut devenir réalité, quelque chose de fondamental se détériore dans la psyché humaine. L'empathie disparaît, la réalité est déformée et la cruauté devient un divertissement. Et voici ce qui devrait nous tenir éveillés la nuit. Caligula n'était pas un monstre au départ. C'était un enfant traumatisé qui a grandi dans un environnement toxique, à qui on a donné un pouvoir absolu trop jeune et qui n'a jamais eu personne capable de l'arrêter. En d'autres termes, les conditions qui ont créé Caligula n'étaient pas uniques, elles pouvaient se reproduire. Les Romains ont retenu la leçon, du moins temporairement. Après Caligula, ils n'ont plus jamais accordé un pouvoir aussi absolu à un seul jeune homme. Ils ont instauré des freins et contrepoids et développé des systèmes pour limiter l'autorité impériale. Mais l'histoire humaine est jonchée de sociétés qui ont oublié ces leçons et en ont payé le prix. Laissez-moi vous poser une question dérangeante. Combien de fois, au cours des 100 dernières années, avons-nous vu des dirigeants qui, au départ, promettaient la grandeur, finir par détruire leur propre peuple? Combien de fois avons-nous vu le pouvoir absolu corrompre même des personnes initialement bien intentionnées? Le califat est mort à 28 ans après 4 ans de règne. En si peu de temps, il a accompli ce qui aurait dû être impossible. Il a failli détruire de l'intérieur l'empire le plus puissant de son époque. Non pas par des ennemis extérieurs, ni par des catastrophes naturelles, mais simplement en étant lui-même sans retenue. Et voici une réflexion qui me donne vraiment des frissons. Chacun de nous porte en lui la capacité de devenir Caligula lorsque les circonstances s'y prêtent. On ne veut pas l'admettre, mais on a tous des pulsions noires, des fantasmes de pouvoir, des moments où l'on se dit, si j'avais le contrôle, je ferais les choses différemment. La différence entre nous et Caligula n'est pas morale, elle est circonstancielle. Nous avons des limites, des conséquences, des gens qui peuvent nous dire, non, il n'avait pas ça. Et lorsque ces garde-fous disparaissent, lorsque le pouvoir n'a plus de limites, les conséquences sont, comme on pouvait s'y attendre, horribles. Bon, les gars, nous sommes arrivés au terme de ce voyage à travers l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et je sais que certains d'entre vous se disent, heureusement que cela s'est produit il y a 2000 ans. Heureusement que nous sommes plus civilisés maintenant. Heureusement que nous avons la démocratie et des systèmes de contrôle.
Mais laissez-moi vous réveiller de cette illusion confortable par une réalité inconfortable. Les 20e et 21e siècles ont produit leur propre Caligula. Staline, qui a tué des millions de personnes par paranoïa. Hitler, qui a fait du génocide une politique d'État. Pol Pot, qui a détruit son propre peuple par idéologie. Diamin, qui a littéralement dévoré ses ennemis. Connaissez-vous ce schéma qui se répète sans cesse? Un traumatisme précoce, un pouvoir absolu, l'absence de conséquences et une société qui le laisse se reproduire. Les mêmes ingrédients qui ont créé Caligula existent encore aujourd'hui. Et voici la question que je souhaite que vous reteniez de cette vidéo. Que faites-vous pour empêcher les Caligula modernes d'accéder au pouvoir? Car, laissez-moi vous dire une chose, ils sont toujours là, attendant leur chance. À chaque génération, il y a des gens qui ont le potentiel de devenir des monstres, et les circonstances s'y prêtent parfaitement. L'histoire de Caligula n'est pas seulement un divertissement morbide sur un empereur fou d'il y a 2 millénaires. C'est un avertissement urgent sur ce qui peut arriver lorsqu'une société perd la capacité de dire non à ses dirigeants. Rappelez-vous comment les Romains se sont progressivement habitués aux atrocités? Comment ils ont normalisé la normale? Comment ils ont développé cette terrifiante capacité à s'adapter à n'importe quelle horreur, pourvu qu'elle soit accompagnée d'un pouvoir suffisant? Ce n'était pas une caractéristique propre aux Romains de l'Antiquité. C'est une caractéristique humaine universelle. Nous avons tous cette capacité à rationaliser, à nous adapter, à trouver des solutions face à l'inacceptable si l'alternative semble pire. Et les futurs Caligula comptent précisément sur cette faiblesse humaine pour accéder au pouvoir et s'y maintenir. Alors, la prochaine fois que vous verrez un dirigeant revendiquer davantage de pouvoir, attaquer les institutions qui le limitent, banaliser la cruauté, faire du mensonge une politique d'État, demandez-vous, est-ce que je vois les prémices d'un nouveau Caligula? Et la prochaine fois que vous serez tenté de fermer les yeux lorsqu'un individu au pouvoir abuse de son pouvoir parce que cela ne vous concerne pas directement, souvenez-vous des Romains, qui pensaient la même chose jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La leçon de Caligula n'est pas que le pouvoir corrompt, nous le savions déjà. La leçon à tirer est que nous, les gens ordinaires, sommes les seuls garde-fous réellement efficaces. Lorsque nous cessons d'être attentifs, lorsque nous cessons d'exiger des limites, lorsque nous normalisons la normale, nous préparons le terrain pour le prochain monstre. Car, je vous l'assure, il y aura toujours un prochain monstre. La seule question est de savoir si nous serons prêts à le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Et sur cette note optimiste, chers amis, nous terminons notre voyage à travers la vie et la mort de Caligula, l'empereur qui coucha avec sa sœur et déclara la guerre à Neptune. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a perturbé, si elle vous a fait réfléchir au pouvoir et à ses dangers, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, car ces histoires méritent d'être racontées, ces leçons doivent être retenues et ces avertissements doivent être entendus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des parallèles entre la Rome de Caligula et notre monde moderne. Voyez-vous des similitudes qui vous inquiètent? Pensez-vous que nous avons tiré les leçons de l'histoire ou sommes-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs? Et n'oubliez pas, l'histoire n'est pas un passé révolu, c'est un manuel d'instruction pour le présent. Utilisez-la à bon escient. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous explorerons un autre chapitre fascinant et troublant de l'expérience humaine. Car si l'histoire de Caligula nous apprend quelque chose, c'est que la réalité est toujours plus étrange que la fiction. À bientôt, et espérons que vous n'aurez jamais à vivre sous le règne d'un dieu fou. C'est